Alors bonjour tout le monde, il me fait très plaisir d'échanger avec vous ce matin sur le profil cognitif qui représente en fait le deuxième volet du projet PADI qui a été réalisé sous la responsabilité de M. Pierre Nolin et avec la collaboration très précieuse en fait de Marie Leblanc, Marie-Hélène Guilbault-Pinel, Caroline Girard. Donc c'est toutes ces personnes qui ont permis de mener en fait à terme cette étude-là. Alors, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'en fait, ce n'est qu'un survol du rapport qui va être prêt très prochainement pour la diffusion et que en fait, c'est le reflet d'une recension des écrits qui a été réalisée entre janvier 2013 et avril 2014 et qui a porté sur une période à peu près de 23 ans. Donc, mais pour les aspects méthodologiques, donc ils ne seront pas traités dans la présentation. Alors, je vous invite et j'invite les personnes qui sont intéressées à consulter le rapport. Donc, pour tous les détails en fait, concernant la stratégie de recherche et l'aspect méthodologique. Donc, le plan qu'on va suivre, donc, ça va être d'abord un aperçu sur le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. D'abord, pour la voix, est-ce que c'est correct? Le débit, est-ce que c'est assez approprié pour vous? Ça va un peu plus fort? OK, d'accord. Je vais faire un effort. Alors, donc, on va commencer par des notions sur le vieillissement normal et pathologique. On va aussi, en fait, définir la cognition et les principales fonctions cognitives. On va s'attarder un petit peu sur le nouveau changement apporté par le DSM-5 depuis mai 2013. Et on va surtout, en fait, détailler la partie concernant la démence et le vieillissement. Alors, donc, on va donner quelques données, en fait, sur le plan épidémiologique. On va parler de la sémiologie de la démence, de la classification des troubles neurocognitifs légers et majeurs. On va aussi parler des manifestations cliniques de la démence. Et on va aussi ouvrir une parenthèse sur l'évaluation de la démence, donc les outils d'évaluation qui sont utilisés, l'importance du diagnostic différentiel, donc les défis et les limites en fait, qui peuvent entraver justement le déroulement du diagnostic en fait, de la démence. Et on va finir par quelques messages clés, donc des conclusions et des recommandations. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le vieillissement normal et pathologique? Donc, en fait, le vieillissement normal, c'est tout simplement l'évolution du cycle de la vie normale. Donc, c'est un processus qui est généralement très complexe, un processus qui est inévitable et qui est inéluctable, et qui est dicté par un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc, certains de ces facteurs sont de nature génétique, mais il y a aussi le mode de vie de la personne, son environnement et ses habitudes de vie qui peuvent interférer justement avec le déroulement du vieillissement normal. Donc, en termes très simples, on dira que le vieillissement normal frappe tout le monde, mais c'est plus ou moins tard et de façon plus ou moins marquée, alors que le vieillissement pathologique ne frappe pas tout le monde, mais il est plus fréquent avec l'âge. Quand on parle de vieillissement pathologique, on parle toujours d'un vieillissement qui accompagne en fait un état de maladie. Donc, qui dit maladie dit altération de la santé. Et dans ce cas-là, cette altération-là s'accompagne de signes et de symptômes qui peuvent être perceptibles ou non. Ils peuvent être généraux comme ils peuvent être localisés. Ils peuvent être aussi de nature cognitive ou de nature physique. Ils ont généralement des impacts et des conséquences sur le plan fonctionnel et sur le plan psychosocial. Alors ici, on a pris, en fait, pour illustrer cette notion de vieillissement pathologique, on a pris le cas des troubles neurocognitifs, puisque c'est la thématique de la journée. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que la limite entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique n'est pas aussi franc. Donc, en fait, ça serait plus prudent de le considérer comme un continuum, finalement. Donc, ainsi, dans l'état normal, on va surtout s'attendre à des trous de mémoire bénins, à une diminution légère de la mémoire de travail, à une diminution légère des fonctions exécutives et à une baisse de l'attention. Alors que sur le plan pathologique, en fait, donc, il va y avoir en plus l'apparition de l'orientation dans le temps et dans l'espace, et une ignosie des objets familiers, donc autrement la non-reconnaissance des objets qui nous sont familiers. Et en plus, donc, la personne va éprouver de la difficulté à faire ses activités de la vie quotidienne, comme le fait de s'habiller par exemple, ou de en fait, gérer son budget et payer ses factures. Et finalement, on assiste à une altération des fonctions exécutives, autrement du jugement et de la résolution des problèmes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors, qu'est-ce que la cognition? En fait, la cognition, c'est un ensemble de fonctions mentales qui contrôlent la connaissance, donc telles que la perception, la mémorisation, le raisonnement,
la résolution du problème et les processus de pensée au repos. Les fonctions cognitives comportent une série de facultés intellectuelles. Donc, on va trouver par exemple l'attention, les fonctions exécutives, les fonctions intellectuelles, les fonctions visuospatiales, les fonctions gnosiques, le langage, la mémoire de travail, les praxies et la vitesse de traitement de l'information. Donc, ce sont ces capacités de notre cerveau qui nous permettent de communiquer, de percevoir notre environnement, de se concentrer et de se souvenir d'un événement ou d'accumuler en fait des connaissances. Quelques notions sur les principales fonctions donc, cognitives, à savoir l'attention et la concentration, donc, qui est indispensable en fait à l'apprentissage et à la résolution du problème. On a la mémoire, qui est la capacité qui nous permet d'emmagasiner des informations et de les faire ressortir au temps opportun. L'orientation, qui est en fait la faculté qui nous permet de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Et finalement, donc, le jugement et la résolution du problème, qui font partie des fonctions exécutives et qui mobilisent un ensemble d'informations de façon simultanée. Alors, en mai 2013, il y a eu en fait la 5e édition du DSM, donc le Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, qui nous est arrivé avec certains changements. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les changements concernant la déficience intellectuelle. Donc, il y a eu 2 changements majeurs. D'abord, un changement qui est de nature terminologique. Donc, le terme de retard mental a été complètement aboli. Il a été remplacé par le terme de déficience intellectuelle. Deuxièmement, il y a aussi un changement en lien avec les critères diagnostiques. Donc, je m'explique, c'est que maintenant, comme le stipule en fait le DSM à la page 33, donc la déficience intellectuelle est définie comme étant un trouble qui inclut un déficit intellectuel, mais aussi un déficit qui touche le fonctionnement adaptatif dans les domaines conceptuels, sociaux et pratiques, débutant pendant la période développementale. Donc, la période développementale, c'est un aspect qui est très important dans le changement en lien avec les critères diagnostiques. Le deuxième changement qui a été apporté, c'est que, en ce qui concerne la planification en ce type, donc léger, modéré, sévère et profond, donc on ne se base plus sur le quotient intellectuel, mais plutôt sur le fonctionnement adaptatif. Donc ce fonctionnement adaptatif qui suppose un raisonnement adaptatif dans 3 domaines, à savoir le domaine conceptuel, social et pratique. Excusez-moi, je vais prendre un gorgée d'eau. Alors, pour ce qui est de la définition de la démence, donc c'est quoi la démence? La démence est un syndrome qui est généralement chronique et qui est évolutif, dans lequel on observe une altération de la fonction cognitive, autrement la capacité d'effectuer des opérations de pensée qui sont beaucoup plus importantes que celles que l'on pourrait attendre du vieillissement normal. Il affecte la mémoire, le raisonnement, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n'est pas touchée. Donc, une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation accompagne souvent et parfois précède les troubles de la fonction cognitive. Sur le plan épidémiologique, la démence commence à prendre de plus en plus d'ampleur, puisqu'on retrouve en fait 35,6 millions de personnes atteintes de démence à travers le monde, surtout dans les pays émergents, donc qui sont à faible revenu ou bien à revenu intermédiaire, d'après les statistiques en fait, de l'OMS en 2012. En 2011, 747 000 Canadiens vivent avec des pertes cognitives incluant la démence, soit 14,9% des Canadiens de 65 ans et plus. En 2031, on s'attend à ce que ce chiffre se double et qu'il atteigne 1,4 million. On compte actuellement 150 000 personnes au Québec qui sont atteintes de démence. Alors, si on regarde de près la prévalence de la démence, donc on voit que cette prévalence, elle augmente en allant, par exemple, de la population en fait normale vers la population atteinte de la déficience intellectuelle, ainsi que vers la population qui est atteinte en fait du syndrome de Down. Donc, ainsi, si on regarde le groupe de 65 ans et plus, donc la prévalence passe de 1 à 2% dans le premier groupe, à 22% dans le deuxième groupe, versus 70% pour le troisième groupe. Donc, il y a une nette augmentation de la prévalence en fait, de la démence
en allant de la population normale vers la population DI, ou encore vers la population avec un syndrome de Down. Est-ce que ça va? Okay. Alors, de façon générale, la démence se manifeste par un ensemble de signes qui se manifestent en fait sur plusieurs sphères. Donc, il se manifeste sur le plan cognitif, le plan de la mémoire, le langage, la praxie, l'ignosie, les fonctions exécutives, mais il peut aussi se manifester au niveau du comportement. Quand on parle de comportement, on parle d'agitation, d'agressivité, d'opposition et de cris. Et il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la sémiologie sera teintée par les caractéristiques de la personne. Je m'explique. Donc, une personne qui présente un syndrome de Down donc, va avoir une démence qui sera teintée par les caractéristiques de la personne avec un syndrome de Down. La démence, généralement, se manifeste par un ensemble de signes précurseurs donc, qui vont se répercuter sur plusieurs sphères en fait, de la vie. Donc, ainsi, la mémoire à court terme donc, va être affectée. Donc, la personne qui va en fait, poser la même question plusieurs fois, donc en l'espace de quelques minutes. Parfois, il a aussi des difficultés à faire des activités de la vie quotidienne, comme le fait de préparer en fait, un repas ou d'oublier de le servir. Il a des sauts d'humeur, donc il va passer d'un état en fait, calme à un état de pleurs. Il va aussi présenter des problèmes de communication, donc il ne va pas se rappeler des mots justes, ou bien il va utiliser un mot inexact. C'est en fait ce qu'on appelle l'ignosie. Il y a aussi des changements de la personnalité, donc l'irritabilité, la méfiance, une désorientation dans le temps et dans l'espace, donc il s'égare dans des endroits qui sont très familiers. Le jugement est très amoindri. Il peut oublier, par exemple, de prendre sa médication, encore de penser, en fait, de gérer, de servir son repas, par exemple, une fois qu'il est en fait préparé. Et finalement, il a des difficultés avec les notions abstraites comme l'appréciation des chiffres, la gestion du budget ou autres. Alors, tout à l'heure, je disais qu'au mois de mai, en fait, le DSM-5 nous est arrivé avec des changements, donc, et les changements par rapport au TNC ont encore des troubles neurocognitifs, donc sont les suivantes. C'est qu'en fait, c'est maintenant, on reconnaît ce que c'est qu'un TNC en fait léger, qui est défini comme étant un déclin neurocognitif qui est beaucoup plus sévère que l'oubli normal, mais qui n'est pas aussi sévère que la démence. Donc, les personnes qui rencontrent les critères de ce trouble sont souvent capables d'accomplir leurs tâches quotidiennes, mais avec plus de temps et d'efforts. Donc, autrement, qu'ils auront besoin de stratégies compensatoires pour entretenir leur autonomie dans les vécus. Alors, le trouble n'évolue pas vers une démence chez toutes les personnes atteintes. Il ne s'agit pas d'un diagnostic de prédémence. Toutefois, le risque est beaucoup plus élevé chez ces personnes. Donc, à l'opposé, on va distinguer les TNC majeurs. Alors, les TNC majeurs, c'est tout simplement la démence comme définie dans le DSM-4. Donc, à savoir une altération de la mémoire et des autres fonctions cognitives qui sont à l'origine d'une détérioration significative du fonctionnement et qui représentent un déclin par rapport du fonctionnement antérieur. Alors, c'est pour ça que ça nous prend toujours un niveau de base pour pouvoir comparer et suivre le changement dans le temps. Et on va voir par la suite que ce niveau de base est très important lors de l'évaluation et lors de l'utilisation des tests neuropsychologiques pour évaluer les diagnostics de la démence. Alors, un changement introduit par le DSM-5, c'est que le trouble de la mémoire ne sont plus essentiels. Donc, pour porter le diagnostic de TNC majeur, puisque la perte de mémoire peut se manifester parfois très tardivement, c'est par exemple ce qui se produit dans le cas de la démence frontotemporale, au niveau de laquelle les signes précurseurs, ça serait plutôt un changement de personnalité et non pas une perte de mémoire. Dans la classification des TNC, en fait, on va tenir compte surtout de l'origine en fait, des troubles neurocognitifs. Donc, ainsi, on va distinguer deux grandes classes. On a ce qu'on appelle les TNC neurodégénératifs qui vont s'accompagner avec une dégénérescence neuronale. C'est le cas, par exemple, des TNC qui accompagnent la maladie d'Alzheimer, celle qui accompagne en fait, la démence frontotemporale, le corps de Lewy, la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson. Mais à côté de ça, on a une autre classe qui s'appelle, en fait, c'est la classe des TNC non génératifs, qui sont plutôt provoqués par un agent. Donc, l'agent, il peut être soit de nature vasculaire, donc c'est les TNC qui sont vasculaires, ou de nature
tumorales, donc ils sont causés par des tumeurs et par des cancers. On a aussi en fait des TNC qui sont causés par des infections. C'est les TNC qui accompagnent la maladie à prion ou le sida. Et finalement, on a des TNC qui sont causés par des substances toxiques ou encore par une carence vitaminique comme la vitamine B12 et le folate. Et finalement, on peut aussi rencontrer des TNC qui sont à multiples étiologies ou encore non spécifiées, donc dont l'étiologie n'est pas connue. Alors, pour ce qui est de l'aspect clinique de la démence, en fait, il faut distinguer qu'il y a deux profils dans la manifestation clinique de la démence. Il y a le profil, ce qu'on appelle le profil global, qu'on va retrouver chez toute personne qui est atteinte de démence, et on va retrouver des profils qui sont spécifiques, donc autrement, qui dépendent de chaque type de démence. Ici, ce qu'on vous présente, c'est vraiment le profil global. Donc, on va assister à des problèmes de mémoire et à des troubles cognitifs comme l'aphasie, donc c'est-à-dire l'incapacité d'exprimer ses pensées en des mots. On a aussi l'apraxie, qui est l'incapacité d'exécuter en fait des activités motrices, sachant que les fonctions motrices sont intactes. Et l'ignosie, c'est l'incapacité de reconnaître des objets ou bien des personnes qui ne sont familières. Donc, à cela s'ajoutent des troubles qui vont affecter les fonctions exécutives, donc à savoir la résolution des problèmes et le jugement. Ainsi, une personne atteinte de démence voit nécessairement sa capacité d'apprendre des informations ou de se souvenir d'informations altérées. Chez la personne qui présente un syndrome de Down, donc les manifestations cliniques présentent un grand défi. Pourquoi? Parce que cette personne arrive déjà avec des pertes en fait cognitives préexistantes. Donc, il arrive aussi avec des pertes sur le plan langagier, sur le plan comportemental et sur le plan psychologique. Donc, à cela s'ajoutent des troubles sensoriels, des troubles métaboliques comme l'hypothyroïdisme, de l'épilepsie, de la dépression. Donc, tout ça nous donne un tableau clinique qui est assez complexe et qui est difficile parfois à déchiffrer donc, et à faire la part des choses. D'autant plus que la personne qui présente un syndrome de Down, elle a aussi des changements sur le plan physique et sur le plan adaptatif. Et ça peut causer ce qu'on appelle le vieillissement précoce. Alors, quand on parle de vieillissement précoce, on parle de changements au niveau du tonus de la peau, au niveau des cheveux, on parle d'une atrophie au niveau des gonades, c'est ce qu'on appelle l'hypogonadisme. On parle aussi, en fait, de multiplication des cancers, donc sous forme de néoplasme, et de maladies dégénératives, en fait, vasculaires. Il y a aussi, bien sûr, l'augmentation du taux de cataracte. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Okay. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de la démence, donc l'évaluation de la démence, en fait, c'est un processus séquentiel qui se passe en six grandes étapes. Donc, d'abord, il faut d'abord prendre le soin de connaître l'histoire familiale de la personne. Donc, l'histoire familiale de la personne va nous permettre d'aller retracer l'histoire de l'Alzheimer, par exemple, ou de la démence dans la famille. Il va nous permettre d'aller retracer la présence ou non de facteurs de risque. L'histoire aussi à partir d'un observateur ou idéalement d'une personne en fait significative. Qui dit personne significative dit une personne qui connaît en fait le patient depuis au moins 6 mois. Donc, à cela, il faudrait faire des tests pour détecter les troubles sensoriels qui sont quand même très fréquents chez les personnes en fait, avec la déficience intellectuelle ou bien avec le syndrome de Down. Il faut aussi aller voir si on n'aurait pas des troubles d'ordre métabolique, comme l'hypothyroïdisme, des troubles psychiatriques, comme la dépression, l'épilepsie, s'il n'y a pas une mauvaise gestion aussi de la médication, parce que ça peut engendrer des interactions et des effets secondaires, et ça peut venir masquer les diagnostics en fait, de la démence. Et à côté de ça, il faudrait aussi faire des analyses de laboratoire donc, pour détecter par exemple, éventuellement une carence vitaminique ou bien une carence nutritionnelle, et faire aussi de l'imagerie. Donc, dans l'imagerie, on a deux types d'imagerie. On a la neuroimagerie structurelle, qui va surtout permettre à localiser la lésion, en fait, par exemple, de l'Alzheimer et son étendue au niveau du cerveau. Et on a la neuroimagerie fonctionnelle, qui va surtout permettre de suivre l'activité cérébrale, en fait, dans le temps. Donc, on va demander à la personne d'exécuter une activité en fait, cérébrale et on va donc suivre le fonctionnement du cerveau par imagerie. Et finalement, l'usage longitudinal des tests neuropsychologiques et des questionnaires remplis par les observateurs. Quand on parle d'études en fait, de tests neuropsychologiques longitudinaux, on veut dire des tests en fait, dans le temps. Donc, il faudrait que ça soit sur une plus longue période pour que ça soit vraiment fiable et que ça reflète la vraie progression de la maladie. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est que généralement, c'est de faire des études transversales qui sont courtes, qui sont destinées pour un temps bien précis
Donc ça, c'est moins coûteux, mais c'est sûr que c'est moins fiable dans le cas de ce genre, par exemple, si on veut suivre en fait, l'évolution de la maladie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la collecte de données, de façon générale, doit en fait répondre à 3 objectifs principaux. Donc, à savoir, l'histoire est plutôt de rapporter de façon systématique tous les symptômes en fait, et toute l'histoire familiale de la personne. Donc, deuxièmement, d'être capable de faire la part des choses et de dire que, par exemple, il y a des causes organiques qui sont de nature réversible, donc on peut corriger avant d'arriver, de confirmer le diagnostic de la démence. Et finalement, d'intégrer le tout dans un modèle en fait, conceptuel, un modèle qui serait en fait psychosocial pour mieux orienter la prise en charge de la personne qui est atteinte de démence. Dans le cas, par exemple, du syndrome de Down, la notion du diagnostic différentiel prend toute son importance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un diagnostic qu'on doit faire de façon différentielle afin d'éliminer toutes les causes qui sont d'origine organique et qui sont réversibles, autrement qui peuvent être corrigées par la médication, par exemple. Ça nous permet, dans ce cas-là, d'aller chercher les autres causes qui peuvent induire, en fait, ou plutôt mimer les symptômes de la démence, comme les maladies vasculaires, les traumatismes crâniens, les tumeurs, l'épilepsie, les maladies métaboliques endocriniennes de type hypothyroïdien, les infections, les carences nutritionnelles, la dépression, les troubles sensoriels, la toxicité engendrée par une mauvaise gestion de la médication, les troubles dégénératifs et finalement les maladies auto-immunes. Intéressant dans le diagnostic différentiel, en fait, c'est l'usage de ce qu'on appelle en fait les termes mnémotechniques, qui est connu en fait dans le domaine médical sous l'acronyme en fait démentia. Et donc, on va voir qu'il y a toute une logique derrière ça, et donc ça permet effectivement un certain rappel en fait pour savoir toutes les étapes à faire au niveau du diagnostic différentiel. Donc, ainsi, le D de démentia réfère donc à l'utilisation des drogues et des médicaments et à l'ensemble des interactions qui peuvent être engendrées par l'usage en fait de ces produits-là. Le E qui réfère à l'aspect émotionnel et à l'aspect psychiatrique, entre autres à la dépression, qui peut venir mimer les symptômes de la démence. Le M réfère plutôt aux troubles de nature métabolique comme l'hypothyroïdisme. Le E réfère aux eyes, autrement aux troubles sensoriels de nature auditive et visuelle. Le N qui réfère à des carences en fait de nature nutritionnelle comme la vitamine B12 et le folate. Le T, c'est aux tumeurs, donc à la présence de cancers qui peuvent engendrer de la démence. Le I réfère à la présence d'infections comme la syphilis et le sida. Le A réfère à l'athérosclérose. Alors, à ne pas confondre avec l'artériosclérose, donc qui est en fait le vieillissement normal des artères qui vont perdre leur élasticité, qui deviennent rigides. Mais comme ce vieillissement est toujours accompagné de dépôts de graisse qu'on appelle les athéromes, donc là, ça se transforme en athérosclérose. Alors, pour ce qui est des défis en fait des diagnostics de la démence, c'est sûr qu'on a plusieurs en fait défis, donc dépendamment des facteurs qui sont derrière. On a des défis qui sont en lien avec les outils d'évaluation. On a des défis qui sont en lien avec les caractéristiques de la personne DI elle-même. Donc, ainsi, pour ce qui est des outils d'évaluation, généralement, les techniques d'évaluation ne sont pas appropriées parce qu'en fait, ils étaient conçus au départ pour la population en fait, à large, pour la population générale. Et là, ça pose un problème parce que le niveau de base n'est pas ajusté, surtout pour les personnes qui présentent une déficience en fait, intellectuelle qui est sévère. Donc, l'ajustement du niveau de base devient impératif pour avoir une évaluation qui est fiable et qui reflète vraiment en fait, ce qui se passe au niveau du changement de la personne. D'autant plus que le niveau préexistant de la personne, en fait, avec une déficience intellectuelle, que ce soit le niveau psychologique, comportemental, cognitif, donc au physique, donc tout ça, ça vient comme masquer finalement, en fait, les changements insidieux et qui sont très minimes, en fait, au niveau de la démence. Certains signes de la démence, particulièrement la dysphasie, la dyspraxie, l'ignosie, sont très difficiles à reconnaître chez les personnes DI, surtout durant le premier stade de la maladie. Le changement aussi dans le répertoire des habiletés adaptatives qui peut précéder les pertes de mémoire chez les personnes DI pourrait masquer ou fausser le diagnostic.
La présence de standards au niveau du trouble de comportement, qui caractérise normalement l'apparition d'alignement chez les personnes présentant un NDI, serait aussi un problème en fait et présenterait un défi pour le diagnostic. Le problème d'effet plancher. Alors, qu'est-ce que l'effet plancher? C'est qu'en fait, tous les tests sont compliqués, en fait, ils dépassent les capacités des personnes. Alors, ce qui fait que ces personnes-là ne réussissent aucun test. Donc, tout est à zéro, le score est toujours le même, on parle d'effet plancher. Certains tests nécessitent en fait l'utilisation du langage, et on sait qu'il y a un grand nombre de personnes DI en fait qui ont des problèmes de langage. Donc, ça devient limitant à ce niveau-là pour eux. Le fait aussi qu'ils se retrouvent toujours dans des environnements de soins où toutes les habiletés sont compensées par en fait, le personnel. Alors, ce qui fait que ces personnes-là n'ont pas à exprimer leur jugement. Ils n'ont pas à prendre des décisions concernant l'organisation, la planification ou la résolution des problèmes. Et ça, donc, ça devient comme un élément manquant dans en fait, le processus d'analyse, finalement, et dans le processus du diagnostic de la démence. À cela s'ajoute le fait que l'évaluation se base toujours sur les rapports de famille et sur celui des soignants. Sans oublier aussi qu'une grande partie des personnes en fait, avec une déficience intellectuelle vivent dans les institutions. Alors, quand on parle d'institutions, on parle en fait de rotation, bien sûr, assez fréquente en fait, des personnels. Donc ça fait perdre en fait, des informations au cours de route. Mais aussi, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours accès aux informations faites sur le passé, sur l'histoire familiale de l'usager. Maintenant, c'est quoi les limites et les obstacles qui peuvent entraver le diagnostic en fait, de la démence? Donc, le premier obstacle, ce serait le manque de consensus concernant le vieillissement normal et le vieillissement pathologique ainsi que la démence. Le deuxième, ça serait effectivement de faire le lien rapide entre syndrome de Down et démence. Donc, on a toujours des préjugés qu'une personne qui a un syndrome de Down va nécessairement développer une démence. Le troisième point, c'est que la difficulté à trouver un nombre représentatif de participants. Donc, que ce soit dans les groupes contrôle ou dans les groupes traités, donc on a toujours de la difficulté. Alors, ce qui fait que les personnes qui survivent, en fait, et qui restent à un âge beaucoup plus avancé, ce sont des personnes qui sont généralement de bonne santé. Donc, ils ne reflètent pas nécessairement les changements qu'on doit retrouver chez la personne avec un syndrome de Down. Et ça constitue un biais de sélection, en fait, au niveau de la population cible, finalement. Alors, il y a les effets de la médication chronique sur la fonction cognitive, qui sont souvent sous-estimés, spécialement en cas de polymédication. Et on sait que les personnes DI, ils sont dans la plupart des cas, une grande partie, en fait, ils sont polymédicamentés à cause de la comorbidité. Donc, l'existence de plusieurs causes médicales, en fait, de façon concomitante. Le cinquième point, effectivement, reprend cette notion de comorbidité qui est très sévère, qui est suffisamment fréquente pour influencer l'évaluation et l'interprétation des détériorations sur le plan cognitif. On continue toujours avec les limites, c'est qu'il y a un grand biais à travers les professionnels. Donc, les tests neuropsychologiques qui sont utilisés par le professionnel ne sont pas toujours, en fait, les mêmes. Et en plus, l'estimation en fait, des détériorations, plutôt l'appréciation des détériorations chez la personne DI diffère d'un professionnel à l'autre. Donc, l'interprétation de la neuroimagerie qui nécessite aussi une précaution, surtout en ce qui a trait à la neuroimagerie fonctionnelle, dont les données ne sont pas toujours concluantes. Le dosage des biomarqueurs est prometteur, mais non utilisé de façon routinière. Donc, je voudrais surtout ouvrir une petite parenthèse pour expliquer en fait, la notion de biomarqueurs. Les biomarqueurs, ce sont des molécules en fait, biologiques qu'on retrouve normalement au niveau des lésions. Donc, on a deux qui sont en fait les principaux. On a la protéine amyloïde qui va constituer les plaques séniles et on a la protéine Tau qui, elle, va constituer les enchevêtrements neurofibrillaires qui sont tout autour. Donc, ces biomarqueurs-là sont donc utilisés comme un indicateur, surtout chez les personnes avec un TNC léger. Le problème de cette technique, c'est que c'est une technique qui est invasive. Donc, ça comprend, en fait, ça prend une ponction au niveau du liquide céphalorachidien. Et ça devient, en fait, comme agressant et invasif pour la personne, en fait, avec une DI. Donc, là, en ce moment, on est en train de développer des techniques qui sont beaucoup plus simples, à l'aide d'une simple prise de sang, donc à l'aide du plasma ou du sérum, pour pouvoir effectivement effectuer ce dosage. Un autre point aussi qui serait intéressant, c'est que les tests neuropsychologiques, en fait, sont très dispendieux en termes de temps. Généralement, ils prennent 2 à 4 heures par patient.
mais elles sont beaucoup plus sensibles, donc elles sont aussi beaucoup plus spécifiques par rapport à des tests en fait simples de dépistage clinique comme le MMSE qui est le Mini-Mental en fait Scale Examination, ou bien le MoCA qui est le Montreal Cognitive Assessment. Alors finalement, les auteurs suggèrent de suivre la population sur un laps de temps, donc autrement de privilégier toujours les études longitudinales aux études transversales qui sont beaucoup plus longues, qui sont beaucoup plus coûteuses, mais qui sont plus fiables et qui reflètent vraiment ce qui se passe lors de la progression de la maladie. Alors, qu'en est-il de la démence de type Alzheimer? L'Alzheimer étant la forme en fait prédominante des démences. Donc, l'Alzheimer a été retenu comme l'une des 7 maladies en fait neurologiques prioritaires par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la cause la plus courante de démence et serait à l'origine de 60% des cas à travers le monde. C'est une maladie qui est progressive, qui est dégénérative et qui est mortelle, qui détruit les cellules des cerveaux. Au Canada, 64% des personnes qui souffrent de troubles cognitifs seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, en fait, ne fait pas partie des processus en fait de vieillissement normal. Il se manifeste par des troubles de la mémoire, des difficultés à prendre des décisions et à mener à bien les tâches de la vie quotidienne. La manière de ressentir les choses et d'agir sur son environnement sont aussi affectées. En général, la progression de la maladie dure à peu près 8 ans, mais elle est variable entre 1 an et 20 ans. Il n'existe présentement aucun moyen pour bloquer la progression de l'Alzheimer, mais la recherche se poursuit sur les meilleures approches thérapeutiques à préconiser. Alors, comme je disais, l'étiologie en fait, de la maladie n'est pas connue parfaitement. Toutefois, donc, on connaît donc, un ensemble de facteurs de risque qui peuvent avoir un lien avec l'âge de déclenchement de la maladie et qui peuvent donc augmenter le risque de développer cette maladie-là. Donc, d'abord, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a les antécédents familiaux. Quand on parle d'antécédents familiaux, on parle de l'histoire de l'Alzheimer dans la famille. Mais on parle aussi de l'existence de certains en fait, facteurs génétiques, comme par exemple l'ApoE4. Alors, c'est quoi l'apolipoprotéine E? C'est quoi? C'est une petite molécule qui est impliquée dans le transport des lipides et du cholestérol et qui existe sous 3 formes. Donc, la forme O2, la forme O3 et la forme E4. La forme O4 étant la forme qui présente le plus de risques parce que c'est elle qui est en lien avec l'âge de déclenchement de l'Alzheimer. Elle est généralement localisée sur le chromosome 19 et donc sa présence augmente le risque d'Alzheimer chez la personne. On a aussi les traumatismes crâniens, donc ils peuvent augmenter le risque, des facteurs vasculaires comme l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, la cardiopathie, l'ischémie transitoire, le souffle carotidien asymptomatique. Le manque d'activité physique est un facteur de risque. La comorbidité, comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'anxiété, la dépression, l'épilepsie, des troubles métaboliques. La présence de syndromes comme le syndrome de Down, mais il y a aussi le syndrome de X fragile. Le syndrome de X fragile, le syndrome de Rett qui sont associés à la démence. On a les TNC légers, donc on a vu tout à l'heure que ça peut augmenter le risque. Autres facteurs, on a des inflammations chroniques, le stress, le manque de stimulation cérébrale, le tabagisme, l'alcool, les toxicomanies et un faible niveau de scolarité. Donc une attention particulière doit être portée aux troubles neuropsychiatriques, aux effets secondaires de la médication, aux troubles sensoriels, puisqu'ils peuvent fausser, aggraver, être comorbides ou masquer la démence. Les facteurs de protection de la démence. On a les saines habitudes de vie, donc l'activité physique joue le rôle de champion là-dedans, la consommation modérée d'alcool, les traitements anti-inflammatoires, l'oestrogénisme substitutif chez les femmes ménopausées, un niveau de scolarité élevé qui semble être associé avec la réserve cognitive. On pourrait revenir là-dessus tout à l'heure en période de questions si ça vous intéresse. Les antihypertenseurs, les médicaments hypocholestérolémiens contre l'hypercholestérolémie. Alors, en matière d'intervention, donc on préconise en fait un ensemble de stratégies qui s'appliquent pour toute personne qui a une démence, mais qui peuvent être aussi généralisables à une personne, par exemple, avec un syndrome de Down. Donc, la première stratégie la plus simple, c'est d'augmenter les occasions d'exprimer son autodétermination et d'augmenter le nombre d'occasions possibles pour la personne de faire des choix et d'avoir un contrôle sur sa vie. Deuxièmement, c'est d'établir une routine structurée et sécurisante pour la personne. S'assurer aussi qu'il y ait des indices visuels dans l'environnement. S'assurer en fait d'utiliser le langage corporel comme moyen d'aide à la communication.
Examiner donc l'environnement pour qu'il soit en fait sécuritaire et moins nuisible. Donc éviter les bruits qui peuvent comme surexciter la personne et la rendre agressive. Utiliser des histoires, des albums pour donc stimuler la mémoire et pour en fait faire monter les souvenirs de la personne. Intégrer les technologies d'information en fait dans les activités de la vie quotidienne. Favoriser la détente par l'usage des massages et d'aromathérapie. Alors maintenant, c'est quoi les messages clés qu'on doit retenir sur le plan clinique? Donc, ce qui est important, c'est que le diagnostic précoce et l'évaluation sont vraiment cruciaux. Donc, ils permettent de mieux orienter l'intervention et de mieux en fait diriger la prise en charge en fait de la démence. Et il faut toujours regarder en tête que l'évaluation de la démence est un processus d'analyse qui est global, qui est de nature psychosociale et qui comporte en fait une série en fait d'étapes, entre autres le contexte historique de la personne, l'évaluation préalable en fait de ses capacités cognitives, comportementales, psychiatriques, médicales et adaptatives, l'évolution des signes au fil du temps, les résultats bien sûr de ce qu'on a dit tout à l'heure de la neuroimagerie du laboratoire, et donc finalement le raffinement du diagnostic différentiel. Donc éliminer toutes les causes qui sont de nature organique et qui peuvent être réversibles. Toutefois, le diagnostic précoce et l'évaluation sont très difficiles à cause de l'effet plancher. Donc la validité des tests neuropsychologiques n'est pas toujours établie et la nécessité de développer des instruments appropriés est impérative, en particulier en cas de déficience en fait intellectuelle sévère et profonde. Les caractéristiques des personnes en fait aînées avec une déficience intellectuelle sont très importantes et doivent être prises en considération dans le diagnostic. Donc, quand on parle de caractéristiques, on parle de comorbidité, on parle de présence de syndrome, on parle de vulnérabilité, donc de manque de communication aussi. Il faut aussi garder en tête que l'ADI, le vieillissement, n'explique pas toutes les pertes cognitives et leurs répercussions sur l'autonomie fonctionnelle. Le suivi et l'évaluation de l'autonomie fonctionnelle constituent un élément essentiel au diagnostic, comme l'a expliqué Dr Bonin ce matin. Les nouveaux critères diagnostiques concernant les TNC sont en phase en fait, avec les connaissances actuelles à ce sujet. Donc, comparativement au DSM-4, la notion de perte de mémoire n'est plus un critère essentiel pour confirmer le diagnostic en fait, de TNC. Et parce que d'autres conditions peuvent mimer les symptômes de la démence, donc il faudrait prendre le soin de faire effectivement comme il faut un diagnostic différentiel afin d'éliminer toutes les causes qui peuvent comme entraver ou qui peuvent fausser justement le diagnostic. Finalement, l'évaluation et le suivi d'une perte cognitive donc, doit mettre en, fait, en commun donc, un ensemble d'expertises en fait, interdisciplinaires et multidisciplinaires. En ce qui a trait à la recherche, donc, ce qui serait intéressant, c'est d'explorer en fait, le lien entre le vieillissement et l'existence d'autres syndromes autres que le syndrome de Down, comme par exemple le X fragile, le syndrome de Rett. Donc, ça serait bien afin de comprendre les variations biologiques qui sont dans le vieillissement et son impact sur le fonctionnement cognitif. Une meilleure compréhension aussi des réseaux cérébraux et donc des communications entre les neurones permettrait aussi de mieux cibler les nouvelles interventions thérapeutiques. La poursuite des recherches sur la maladie d'Alzheimer chez les personnes avec un syndrome de Down permettrait de mieux sophistiquer les instruments d'évaluation, ainsi que le repérage précoce des changements cognitifs chez cette population-là. Le lien entre la dépression et la démence serait intéressant en fait à investiguer aussi parce que ça crée une zone qui est grise, en fait une zone de masquage pour le diagnostic de la démence. En DI, les travaux sur la cognition devraient être toujours menés dans une perspective longitudinale en tenant compte de l'interaction avec l'âge et avec l'étiologie. Le besoin de bâtir des alliances entre la déficience intellectuelle et le domaine de gérontogériatrie. Alors, comme recommandation, donc, en ce qui concerne le repérage et le diagnostic précoce de la démence, donc l'établissement rapide du diagnostic précoce donne à la personne atteinte et à sa famille le temps de s'informer sur la maladie et de se fixer des attentes réalistes et de planifier ensemble l'avenir. Les nouveaux changements apportés par le DSM-5 en matière de troubles neurocognitifs légers devraient aider à un repérage précoce des TNC. Ce dernier peut être soutenu à l'aide d'un guide ou d'un protocole standardisé et collégié par les professionnels concernés. En matière d'évaluation globale systématique, donc celle-ci doit être impérative puisqu'il permet d'éliminer toutes les causes organiques réversibles d'atteinte cognitive. Donc, en termes toujours d'évaluation, l'Association américaine sur le retard mental recommande en fait de faire une évaluation à partir de 25 ans à l'aide d'un outil standardisé, aussi bien pour la mémoire que pour les autres fonctions cognitives.
Donc, il privilégie aussi les études longitudinales sur une plus longue période. Et donc, il recommande que les passations d'OTI soient faites par des psychologues qui sont entraînés pour les évaluations. Donc, les patients qui présentent une démence en fait précoce doivent être référés vers un centre de référence qui offrirait donc éventuellement en fait des tests génétiques. Toujours en termes en fait de tests neuropsychologiques, donc l'association américaine, elle préconise en fait la combinaison entre les méthodes directes et les méthodes indirectes, parce que la validité de certains tests neuropsychologiques n'est pas toujours en fait validée et n'est pas toujours confirmée. Dans le but d'améliorer l'efficacité du diagnostic, donc, il serait intéressant d'avoir des stratégies qui sont établies dans le cadre d'un programme standardisé qui est adapté donc, aux personnes avec un DI donc, et aussi aux personnes avec un syndrome de Down. En termes d'accompagnement des personnes maintenant atteintes de maladie d'Alzheimer et de leur famille, donc un suivi rigoureux en fait, dans le temps est très important. Et à ce niveau-là, la famille joue un rôle très important parce qu'il a un rôle de sentinelle finalement. Donc, une approche de réadaptation adaptée et personnalisée selon le contexte par l'équipe interdisciplinaire concernant le mode de vie et concernant les soins est très préconisée. Celle-ci doit comporter un fonctionnement en groupe restreint pour préserver la dimension familiale, l'exercice d'activités quotidiennes, la création des espaces de vie distincts, un sommeil de qualité, une bonne alternance activité-repos, une alimentation adaptée, favoriser le confort, garantir un suivi médical important, surveiller le changement plutôt de la médication en fonction des modifications métaboliques reliées à l'âge, et finalement, donc, si on peut intégrer les technologies en fait, d'information dans les AVQ, c'est ce qu'on va voir avec M. Daniel Lucier Desrochers en fait, cet après-midi. Alors, en conclusion, on espère que l'application de ces recommandations puisse aider à mieux repérer les TNC de façon précoce afin de pouvoir mettre en place des stratégies diagnostiques efficaces et des approches thérapeutiques mieux adaptées aux personnes aînées avec une déficience intellectuelle. Donc, merci beaucoup de votre attention et donc